Mais à mon avis, l'idée, si on suit le rythme des départs à la retraite progressifs chez Toyota, je pense que Hitomo Miyata va à terme, peut-être dès 2025, avoir un rôle de pilote en hypercar, et là il commence plutôt bien la saison. Tu sais, hein, comme d'habitude en ELMS, il faut trouver le pilote silver finalement qui sera la référence de l'année. On a eu un Yifeye, on a eu des pilotes comme ça avec peu d'expérience, ou en tout cas qui passaient un petit peu sous les radars et qui ont été la pierre angulaire, j'allais dire, des succès. Ok, j'aimerais bien, j'ai envie de te suivre un peu sur Cadillac, mais je pense que Ferrari, on est à domicile. Voilà, il y a un truc. Peut-être que c'est l'élément aussi qui va transcender les pilotes, tu vois, et les faire revenir. On commence à être vraiment dans le mood Le Mans qui se rapproche. C'est dans moins de 2 mois. Ouais, allez, je vois bien Ferrari devant. Donc je dirais Ferrari, Cadillac, et puis Porsche pour le coup un petit peu en retrait. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer en compagnie de mon acolyte Geoffroy Barr, rédacteur en chef d'Endurance Mag. Bonsoir, bonjour Geoffroy. Salut Anthony, bah bonsoir, c'est vrai, on est un petit peu le soir, donc bonsoir Anthony, et puis bonsoir tout le monde. Tu es toujours fidèle au poste, c'est bien ça, j'aime ça. Bon, en tout cas, on est déjà au 11e numéro. Non, mais je sais quand tu es appelé fidèle, ça m'a marqué. 11e numéro, gros programme, on va essayer d'être efficace, pas trop long. On va revenir sur les 4 heures de Barcelone, épreuve d'ouverture de la saison 2024 d'European Le Mans Series, et on va aussi présenter la course d'Imola qui a lieu là, ce week-end, juste là, pour le WEC. Donc ça va être une belle émission bien riche, et comme on a notre habitude, évidemment, on va donner des chiffres, des infos insolites, et on a envie de vous faire encore plus aimer et connaître le monde de l'endurance avec des courses qui nous font vibrer. Et je dois le dire, les 4 heures de Barcelone m'ont enthousiasmé parce qu'on a ouvert la saison ELMS vraiment tambour battant avec beaucoup de spectacles. Cette course de 4 heures, elle a vu enfin la victoire de Oui, Cool Racing, Geoffroy. exactement, c'est marrant, tu vois, en voyant le résultat final, on peut se dire on a de la chance, bon, on sait déjà qu'on a de la chance de vivre une période dorée de l'endurance, mais on a aussi de la chance en cette année 2024 d'avoir de la nouveauté, puisque, allez, j'ose les comparaisons entre les catégories et entre les championnats, mais on a Porsche qui a imposé pour la première fois une LMDH en WEC, c'était au Qatar il y a quelques semaines. On a aussi Porsche pour le coup, qui a remporté les 24 heures de Daytona. C'était de la nouveauté puisque ils avaient certes gagné l'année dernière en IMSA, mais ils n'avaient pas gagné une épreuve mythique sur une aussi longue distance. Et puis là, en ELMS, nouveauté également. Alors une équipe qu'on connaît bien, Cool Racing, mais comme tu le dis, c'est la première fois qu'ils s'imposent au général. Ils ont déjà eu des victoires en LMP2 Pro-Am. Ils ont déjà gagné aussi la catégorie LMP2 en WEC, mais c'est la première fois qu'ils s'imposent au général sur une manche de LMS. Donc certes un nom connu et une équipe qu'on a l'habitude de voir en ELMS, mais c'est une vraie nouveauté pour cette épreuve inaugurale de la saison. Ouais, c'était vraiment une belle prestation, hein, de la part des 3 pilotes. Alors on sait qu'en LMP3 aussi, hein, ils sont habitués à gagner, à Bien sûr. enchaîner les titres. Mais là en LMP2, avec un trio, donc Jakobsen que l'on connaît, Miyata, le jeune japonais mais qui est vraiment placé par Toyota pour progresser, et Lorenzo Fluxa. Alors lui, à domicile à Barcelone, il vient de la monoplace, il est tout jeune, et il nous a fait un départ de folie. Alors tu sais, hein, comme d'habitude en ELMS, il faut trouver le pilote silver finalement qui sera la référence de l'année. On a eu un Yifeye, on a eu des pilotes comme ça avec peu d'expérience, ou en tout cas qui passaient un petit peu sous les radars et qui ont été la pierre angulaire, j'allais dire, des succès. Et ben là, c'est peut-être Fluxa qui sera le pilote à surveiller, peut-être Ougran aussi. On a eu un début de course de folie, c'est-à-dire Cool Racing partait 5e, et dès le premier virage, ou les premiers virages en tout cas, cette voiture s'est placée en 2e position derrière United. Les bases étaient déjà lancées en tout cas. En fait, j'aime beaucoup, comme tu le dis, il y a un vrai parallèle à faire sur le côté jeune qui était sous les radars. Alors, quand on dit ça, c'est sous les radars du grand public. Et puis aussi sous les radars des équipes, finalement, puisque comme tu le dis, c'est un jeu de recrutement. Il y a tout un peu comme dans d'autres disciplines sportives. À l'intersaison, il y a un mercato un peu, où il faut aller recruter le pilote qui, effectivement, va remplir cette obligation de catégorisation FIA et va faire le boulot et va délivrer, comme on dit, va faire une bonne performance au volant. Et effectivement, Lorenzo Fluxa, si on se penche sur son palmarès, ouais, là on est sur quelqu'un qui était hors radar endurance, on va dire. Puisque son palmarès, tu connais mieux que moi, j'imagine, mais quand j'ai regardé un petit peu, on est sur des débuts en monoplace en 2020 et sur du championnat d'Asie de Formule 3, championnat d'Italie de Formule 4,
formule régionale, enfin, il fait de la performance, il n'y a pas de problème, mais pas du tout un pilote qu'on avait pour l'instant dans le champ de l'endurance, donc plutôt une bonne pioche pour Cool Racing. Et effectivement, en début de course, déjà autoritaire, je sais pas, enfin en tout cas, voilà, il marque de son empreinte cette première course, quoi, ça c'est clair. Ah mais complètement, c'est-à-dire qu'en fait j'ai parlé d'Ifeyi en 2021, on avait Ouais, Lorenzo ouais. Colombo chez Prema en Ouais. 2022 et puis je vais même dire l'année dernière on avait Kyffin Simpson aussi, le pilote de la Barbade je crois, oui c'est ça, Mhm. qui avait réussi aussi avec Algarve Pro Racing à se distinguer. En fait c'est ça, le premier relais en European Le Mans Series, on sait que de toute façon c'est un sprint de 4 heures, hein, on va pas se mentir, à chaque fois les relais sont extrêmement disputés. Et en fait, sur les premiers relais, c'est là où tout va se jouer. Et donc, Fluxa a été vraiment solide. Je vais pas mettre non plus dans un autre poste Filougrane parce que le Roumain a tenu tête avec l'équipe United. On voit vraiment que les deux équipes ont marqué déjà les premiers tours de roue de cette épreuve de leur empreinte. Faut pas oublier Aoba ITF, mais alors là, il faut bien dire quand même que dans cette course, on a mis Robert Kubica pour faire le premier relais, Mhm. parce que c'est un pilote agressif, attaquant. On a mis un pilote Platinum, alors que tous les autres sont des pilotes Silver, ou même des pilotes Bronze pour la catégorie LMP2 Pro-Am. Et Kubica avait pour mission de revenir dans le top 5, voire même mieux, partant 10e après une qualif un peu difficile pour Louis Deletra. Et il s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis, j'allais Ouais. dire. Il a endommagé sa voiture, ils se sont arrêtés hors séquence, et ça a été très compliqué. Donc vraiment, ce premier relais, il est ultra important et c'est pas pour rien qu'on retrouve, bah oui, forcément, l'équipe United, l'équipe Cool Racing qui était aux avant-postes. Et puis je dois aussi souligner le très très bon premier relais pour l'équipe Inter-Europol Compétition. Ça a été vraiment très très bien mené de la part de Sébastien Alvarez, qui est un excellent pilote mexicain et dont il faudra se méfier, je pense. Bon, au final, on a, après 4 heures d'épreuve, on a 5 voitures qui sont dans le même tour. Puisque tu viens Oui, de le nommer, Cool Racing, on a donc Algarve qui finit pas très loin finalement, hein, 16 secondes, et puis United dans les échappements. Et puis on a deux équipes françaises derrière, Idexport et Panis Racing 4 et 5. Donc voilà, il y a 5 voitures dans le tour. Et après, on retrouve la première P2 Pro-Am. Avec, ça, on avait mis une pièce dessus. Enfin, je pense, moi en tout cas, je pense que j'avais mis une pièce dessus. Sur la 83 ouais. AF Corset avec notamment Perrodo dessus, voilà. Je crois que j'avais dit la Oui. 29, mais je suis nul en Ah, pronostic parce que je me suis gaufré aussi en LMGT3. oui, oui, on va en Mais, parler, euh, on va en parler. mais oui, on en reparlera. Mais je ferai mon mea culpa, mesdames et messieurs. En tout cas, ce classement, j'allais dire, il est un peu biaisé entre guillemets parce qu'on a eu pas mal de phases de safety car, pas mal de full course yellow, pas mal de virtual safety car. Ça a été une course au début, au moins. On le sait, hein, ça peut être soit une course complètement fluide, je crois que ça a été le cas en 2021. Ou alors une course qui est un petit peu hachée avec des incidents. Ça a été le cas, donc c'est pour ça que ce classement il est un peu en trompe-l'œil entre guillemets, où on voit 5 voitures qui sont dans le même tour. Je Ouais. pense que en fait, il y en aurait eu 3 finalement qui auraient pu être dans ce tour-là s'il n'y avait pas eu toutes ces phases de safety car, j'allais dire. Bon, je sais pas si tu veux qu'on détaille un petit peu plus avant de passer au LMP3, mais en tout cas, moi j'aimerais bien qu'on ait un petit mot sur l'autre, un des deux autres pilotes de la voiture victorieuse, Ritomo Miyata, quand même, parce que, ah oui, moins surprise que Lorenzo Fluxa, certes, mais Ritomo Miyata était aussi débutant en ELMS. Lui, pour le Oui, coup, il vient pas de nulle part. Il était pas sous les radars, puisqu'il est déjà pilote de réserve chez Toyota, donc on le connaît un petit peu. Pour moi, c'est clairement, il est clairement là, exactement dans ce qu'on attend de l'ELMS, c'est-à-dire ce championnat qui permet aux pilotes de développer encore des compétences, de gérer le multicatégorie entre prototype et GT, et il est clairement là pour préparer, à mon avis, un rôle en hypercar et prendre la place de Mike Conway. Enfin, je m'avance peut-être un peu trop, on est en début de saison, bien sûr, mais à mon avis, l'idée, si on suit le rythme des départs à la retraite progressifs chez Toyota, je pense que Ritomo Miyata va à terme, peut-être dès 2025, avoir un rôle de pilote en hypercar, et là il commence plutôt bien la saison. Quand je dis qu'il sort pas de nulle part, c'est que il a déjà été titré en Super GT, en Super Formula, donc voilà, il a déjà un sacré palmarès, mais là il l'ouvre en Europe, quoi.
Ouais, mais complètement, c'est un peu comme Ryo Hirakawa hein, qui avait été préparé Exactement. aussi à faire quelques courses de LMS. Il a eu un titre en Super GT, Ryo Hirakawa, alors que Ritomo Miyata lui a gagné à la fois en Super Formula, la monoplace, et à la fois en Super GT. Donc ça va être un très très bon pilote. Lui, ce qui était surprenant cette année, c'est qu'il a été placé en Formule 2. Donc on se dit, bah oui, Toyota qui place ses billes Mhm. en sprint et pas forcément en endurance, c'était très bizarre. Mais en tout cas, il est très bien préparé. Il a fait une excellente performance, ça c'est intéressant effectivement à souligner et à rappeler. Ritomo Miyata. Je voulais aussi revenir sur ce côté stratégie, parce que quand j'ai commenté, en fait, c'est vrai que j'avais Ouais. pas été forcément très au courant des changements éventuels de la réglementation, et notamment sur le Virtual Safety Car qui impliquait que le Safety Car vienne ensuite, et sur le Full Course Yellow où pour éviter de trop biaiser la course, bah, en fait, une fois que le Full Course Yellow est annoncé par la direction de course, on n'a pas le droit de s'arrêter au stand. Et c'est Ok. ce qui a piégé finalement Algarve Pro Racing. Chez Cool Racing, je pense qu'on a gagné sur le rythme, mais aussi on a gagné à la stratégie parce qu'on s'est arrêté au bon moment en anticipant un full course yellow quand il y avait une voiture en difficulté. Et donc ce dernier arrêt, bah, il a permis d'augmenter l'avance de 2 secondes à 16 secondes sur l'équipe Algarve Pro Racing. Et United, à l'inverse, a très bien joué aussi dans une phase de full course yellow en fin de course, où en fait ils ont repris 20 secondes sur Algarve et ils terminent à 7 dixièmes. Donc ça s'est vraiment joué à ça. Moi je voulais souligner aussi le travail de Ben Hanley, qui maintenant qu'il n'est plus avec l'équipe Dragon Speed des retraités, j'allais dire avec Henrik Edman et avec Montoya, ça va mieux, ça va bien mieux pour Ben Hanley qui a donc réussi à terminer troisième, à faire la pole position. D'ailleurs, rappelons-le rapidement, Geoffroy, mais le field de ces LMP2, c'est ultra serré. C'est-à-dire que pour les 20 ans, on va dire, de l'ELMS, là, on s'est régalé. Une seconde, une d'écart en qualif entre le premier et le 14e en LMP2 Pro. C'est pas étonnant qu'on retrouve finalement voilà, une hiérarchie qui soit très très serrée, très très proche. Ouais, ça veut dire surtout que les pilotes qui ont été envoyés au fer pour la qualif arrivent à vraiment aller jusqu'à la limite. Enfin, il y a pas un gars qui surnage, ou en tout cas, ils sont tous vraiment dans une fenêtre de performance. Je fais un parallèle avec la BOP, mais ils sont eux dans un rythme et une performance qui est très proche. C'est vrai que c'est beau, non, j'avoue, c'est top. Donc, ouais, ouais, très très bien. Est-ce que tu veux qu'on bascule sur le LMP3, par exemple? Oui, ou LMP2 Pro-Am rapidement. Alors, il y a tellement de choses à dire. En LMP2 classique, je voulais quand même tirer mon coup de chapeau à Matteo Cheroli, qui a été un des pilotes sur le classement qu'on a, sur les relais, les meilleurs tours, etc. En fait, avec une piste qui était très dégradée, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dégradation de pistes, de pneus sur le circuit de Barcelone. Il a réussi à faire le troisième meilleur temps sur un relais, Matteo Cheroli, avec la voiture de Chiron Lynx. Il termine pas, mais en tout cas, bravo à lui. Giotto a également été très fort à ce niveau-là, parce qu'en fait, c'est un peu en trompe-l'œil aussi ce classement des meilleurs tours, parce que les pilotes finalement qui ont lancé la course sont des pilotes silver ou des pilotes moins expérimentés, et ils ont pu faire des très bons chronos parce que la piste était un petit peu moins dégradée. Donc voilà, je voulais aussi souligner ça. Petite déception ou immense déception même pour Duken Team et pour Cool Racing la 47, avec Garcia qui se fait accrocher par Ryan Cullen et donc qui termine loin. Et puis pour Duken Team, c'était une course kata, donc j'espère pour eux que ça ira mieux et que ils pourront revenir aux avant-postes. LMP2 Pro-Am rapidement, parce que je sais que le temps presse et qu'on veut être efficace. Bravo à Perodo, Vaxivière et Rovera. Très très bonne prestation de Rovera en deuxième relais aussi, qui a pu faire remonter la voiture à F Corset. Et puis je crois que j'avais dit la 29, et ben elle est placée, hein, cette 29, avec Rodrigo Sales, Mathias Bech, donc ça ils se connaissent de l'année dernière. Et donc ce n'est plus Ben Hanley avec eux, mais Grégoire Saucy. Et franchement, ça a été solide. Donc voilà pour les petits coups de chapeau. On va Ouais, puis dire ils que finissent 6e il y et a une 7e au déception. général, donc c'est plutôt bien aussi. 6 et 7 au général, avec, alors qu'ils sont dans le classement LMP2 Pro, mais ils sont devant pas mal de LMP2 aussi, donc bien joué. Ah mais complètement, c'est sûr qu'en LMP2 Pro-Am, on peut quand même jouer Ouais, sa ouais. carte pour être dans le top 5, on va dire. Les victoires comme l'année dernière TF, ça va être plus difficile, je Ouais, pense. ouais. En tout cas, je voulais aussi mettre un petit bémol sur la performance de l'une des voitures, l'équipe DKR Engineering, avec Andrés Lator, qui est un pilote qui est vraiment malheureusement pas fait pour l'instant pour la LMP2, c'était déjà compliqué en LMP3. Ça fait partie de ces pilotes bronze qui sont là pour évidemment ramener du budget et Mhm. faire partie de la course aussi. DKR Engineering, faut être clair, hein, si Andrés Lator n'est pas là, il n'engage pas la LMP2. Et c'est dommage parce qu'on a Jem Boluk-Bassi Mhm. et Lawrence Heur Lawrence Heur, sur ouais. cette voiture. Et franchement, il y avait moyen de bien faire, mais il était tellement lent, Andrés Lator, faut vraiment qu'il se fasse au pilotage de la LMP2, que du coup, je pense que ça a frustré Lawrence Heur.
Et qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers tours? En fait, Lorenz Heur, qui était à un tour ou même deux, a voulu attaquer la voiture du Team Virage qui était sur le podium Pro-Am avec Piquet, Bell et Wells, qui faisait une excellente course, et pour le Team Virage, c'était vraiment encourageant. Et donc, accrochage, accident pour le Team Virage, abandon. Donc ça a été une course à oublier pour eux, alors qu'ils auraient pu monter sur le podium. Donc voilà, petit bémol pour Lorenz Heur, que j'adore, qui est vraiment un super pilote et qui est humainement très sympa. Mais là, petit carton, allez, jaune, voire rouge, parce que il n'y avait pas de place et il a été un petit peu optimiste. Mais voilà, ça peut arriver. Je pense qu'il était un peu frustré du début de course et de la place de sa voiture. Tu distribues les cartons jaunes et cartons rouges, ça fait un peu Sport 6, tu sais, c'est le... Ah mince. C'était Stéphane Tortora là. Non mais bref, non mais écoute, très bien. Bah écoute, bon, alors, c'est très complet, passons à la catégorie... après la l'Oreca Cup, passons à la Ligier Cup. Oh, j'exagère, mais... Non, c'est pas vrai. Non mais j'exagère un petit peu, je dis juste ça, parce que là, pour le coup, les Ligier sont devant quand on regarde le classement final. Après, voilà... on aime bien avoir cette complémentarité entre les châssis, pour le coup, Ligier et Duquesne, contrairement à la LMP2 ou à la catégorie LMP2 qui est 100% Oreca. Mais donc au final, voilà, Ligier devant, et donc Team Virage, comme tu l'as dit tout à l'heure, bah écoute, tu m'as l'air parti, alors vas-y, dis-nous, décrypte-nous un petit peu tout ça, parce que tu le fais très bien. Tu fais le commentaire, tu vois, je voulais faire la aussi le service transition après-vente. entre LMP2 Pro-Am et LMP3 avec le Team Virage qui a connu une course difficile, voire même pas cata, mais grosse déception en LMP2 Pro-Am. En LMP3, ça a été la copie parfaite. Et là, c'est pas carton jaune, c'est plutôt 5 sur 5. Reçu 5 sur 5 avec Julien Gerby. J'ai appris qu'on l'appelait Julien Gerby et pas Gerby. Bernardo Pinheiro et Gillian Henrion. Ça a été un trio magistral face à Cool Racing. Là, je peux imaginer que Team Virage, Cool Racing, Euro International et DKR Engineering, parce qu'on les oublie pas, peuvent jouer le titre, je pense. Dans cette catégorie LMP3, j'avais du mal à identifier des favoris. Là, je pense clairement qu'on est sur ces voitures-là. J'espère qu'en outsider, on aura Racing, Spirit of Le Mans, WTM by Rinaldi également, qui seront là. Mais de ce qu'on a vu, Team Virage et Cool Racing sont vraiment au-dessus du lot, avec Gillian Henrion qui est l'assurance vie et le pilote de référence. Julien Gerby, évidemment, on le connaît, il est ultra rapide, pilote bronze, il fait des miracles, et il sera mieux que Cristovao, je pense, son ancien pilote. Et puis on a Manuel Espirito Santo, qui est un pilote qui va se battre face à Gillian Henrion. Là, on a deux vraiment très très bons pilotes, donc ça va être intéressant. Mais je voulais quand même souligner la Duquesne D08, la Duquesne de chez DKR Engineering. Ils ont été extrêmement résilients parce que durant toute la semaine, ils ont eu des galères au niveau du siège. Ça fait partie des petites informations qu'on peut glaner. En fait, il y a tellement de différences de taille entre l'excellent Alexander Matchoul, qui est quand même relativement grand, et Belen Garcia, qui est pilote de poche, quoi, finalement, qu'en fait, Belen glissait dans le baquet et était mal installé, ou alors, si on avait Belen qui était bien installé, Alexander Matchoul ne pouvait plus rentrer dans le baquet. Donc là, ils ont galéré pendant 4 jours, et ils ont enfin trouvé la solution le samedi, et malgré le fait qu'ils aient quand même peu roulé chez DKR, ils ont eu vraiment une bonne course, ils ont réussi à se placer dans le top 5, et Wyatt Bridchasek, pour te dire, avec la Duquesne, il fait le 5e meilleur temps de la course, et sur un relais, j'entends. Et Oscar Tounro sur l'autre Duquesne, la numéro 12, lui c'est le plus solide, le plus rapide aussi, sur un tour en 38,8, et sur le temps moyen de 5 ou 6 tours, il a fait 39,8. Donc vraiment, c'est un excellent résultat, j'allais dire, pour les Duquesne au niveau de la perf sur un relais ou sur la performance globale. Par contre, chez Ligier, c'est évidemment l'efficacité de faire un bon résultat parce que on retrouve 4 Ligier aux 4 premières places, comme tu l'as dit. Mais chez Team Virage, je sais pas, est-ce que ça t'a impressionné de voir que Gillian Henrion et Julien Gerby, qui ont gagné l'année dernière en Michelin Le Mans Cup, sont encore là et en ELMS réussissent à gagner. Gillian Henrion, quand même, c'est 2022 le titre en Ligier European Series en JSP4. C'est le titre en Michelin Le Mans Cup et c'est une victoire ici à Barcelone pour ouvrir la saison en ELMS, donc c'est pas simple. Non, pour moi c'est exactement ce qu'on se dit, tu sais, dans nos épisodes depuis qu'on a lancé Endurance Club, c'est un peu cette logique des championnats qui se combinent et qui se complètent. Ça prouve que les formules en dessous de l'ELMS préparent très bien à piloter en ELMS et que le LMS prépare aussi très bien au WEC. Non, franchement, je trouve ça assez logique. C'est vrai que il lance très bien la saison, il se positionne déjà, parce que, comme tu le dis, le calendrier est quand même relativement court, entre guillemets, on n'est pas sur une saison de Formule 1 avec 32 Grands Prix, donc déjà, tu marques les esprits. Non, moi, je voulais revenir juste un petit peu, je sais que
qu'on on en avait parlé et on espérait des bonnes choses, notamment pour Racing Spirit of Léman avec Antoine Doquin qui est dessus. Je te fais une petite passe décisive parce que tu l'as eu dans ton podcast Trajectoire, donc voilà, petite déception. Et puis aussi la voiture de chez Ultimate, la 35, avec les Lahaye et puis et Yvon dessus. Voilà, ces deux équipages, je crois qu'on les avait évoqués, ou en tout cas on en a parlé entre nous, mais je crois qu'on les avait évoqués dans le dernier épisode, où voilà, bon, bah, le prochain rendez-vous, on espère, leur sourira un peu plus, quoi, parce que là, ça n'a pas été le cas en Espagne. Ah bah alors, pour te répondre, alors oui, effectivement, merci pour la passe décisive. Ah, tu En vois. effet, le parcours d'Antoine Doquin, même s'il est tout jeune, c'est assez incroyable. Donc si vous avez l'occasion d'écouter, bah, ça me fera plaisir et ça lui fera plaisir, évidemment. Difficile pour lui parce que il a eu un bon rythme. Ils ont eu des galères au qualif, notamment avec les amortisseurs. Et c'est ce qui fait qu'ils sont partis un petit peu loin. On a eu Jacques Wolf et Jean-Ludovic Foubert qui ont dû évidemment faire de leur mieux au début pour les premiers relais pour essayer de remonter. Et en fait, Jacques Wolf a été très bon. Et on va dire que Jean-Ludovic Foubert, il n'a pas réussi à maximiser, on va dire, son temps. Il a eu 23% seulement de Mais, temps dans le clean air, ce qui est rien du tout. Donc les LMP3, elles sont en difficulté aussi. J'espère pour l'équipe Racing Spirit of Léman que ça pourra fonctionner. On sait qu'il y a 2 pilotes bronze et un pilote silver. Donc l'avantage d'avoir 2 pilotes bronze, c'est qu'ils ne roulent qu'1 heure et que Antoine Doquin roule 2 heures. L'inconvénient, c'est d'avoir 2 pilotes bronze et que du coup, forcément, sur un des 2 relais, tu vas être face à un silver. Jean-Ludovic Foubert, il n'a pas la vie facile. Donc, ce qui fait qu'ils ont un petit peu dégringolé dans le classement. Et en fin de course, en plus, ils ont eu un problème mécanique. Et du coup, Antoine s'est retrouvé en difficulté. Donc, ouais, une course à oublier. Et puis, rapidement, pour rebondir sur Ultimate, bon, là, c'est Alexandre Yvon qui va devoir améliorer son niveau de jeu, j'allais dire. Alors, il y avait une petite épée de Damoclès sur la voiture parce que JB Lahaye fait pas beaucoup d'erreurs. Et il en a fait une le jeudi et il a craché la voiture. Donc ça a été beaucoup de travail pour les mécaniciens pour réparer, sachant qu'il n'y a plus le soutien de Graf cette année. C'est vraiment Ultimate oui, qui oui. engage sa voiture et qui la prépare. Donc c'est assez compliqué. Pourtant, en termes de rythme de course, JB Lahaye ou Mathieu Lahaye ont été vraiment Exactement. assez solides parce qu'ils sont dans les temps de Julien Guerby, de Adam Ali, de D'Antoine Cédric Doquin. Oltramar, tu vois, Cédric Oltramar qui Ouais, ouais. termine 2 à 8 secondes. Donc pour Ultimate, je pense que le maillon faible, et on le sait, hein, Alexandre Yvon doit s'améliorer, il le sait, il a envie de progresser. Et c'est là où le bas blesse, parce que c'est un petit peu comme André Slator en LMP2, il a eu du mal à s'y mettre dans ce rythme. Il a tourné en 46,3 en tour moyen, quand tu as le leader qui est en 39,8, Non, mais c'est ou pas le possible, pilote qui est ouais, juste ouais. avant lui en 43,8. Donc là, il y a vraiment un gros déficit. Non, mais carrément, surtout qu'il a, voilà, enfin, il était derrière le volant une bonne partie de l'épreuve. Donc oui, non, mais clairement, ça, c'est pas jouable. Bon, et ben alors, je pense que je te laisse bosser aujourd'hui. T'as été très complet. En même temps, bon, Ah, toi, j'aime bien. bah non, mais c'est ton épisode. Écoute, profites-en. Mais tu vois, je fais les transitions. Passons au GT3 où là, bon, bah voilà, il faut l'avouer. Non, en vrai. Normalement, ça devait pas être ce résultat-là, on va dire. Hein. Non. C'était prévu que ce soit les Iron Dames qui gagnent. Quand je dis c'était prévu, c'est parce que sur la piste, bah voilà, c'était elle devant. Et malheureusement, il y a eu un souci au dernier passage au stand. Donc c'est pas elle qui franchit sa ligne d'arrivée en première. Et donc, eh ben, c'est finalement l'équipage, comme tu l'as dit tout à l'heure, de chez Formula Racing, et qu'on avait identifié la semaine dernière dans notre preview, en se disant que Niklas Nielsen, ah bah là, ça fonctionne, mais qu'avec Ah, ses comparses Lorsen et Lorsen, ça allait moins fonctionner. Et bah finalement, tu vois, ils nous ont fait dire n'importe quoi et ils s'imposent, quoi. mea culpa. Ça y est, je suis obligé de le dire. Eh ouais, je pensais que Johnny Lorsen allait peut-être craquer, faire des petites erreurs. Et en fait, c'est ce qu'il a déclaré dans l'interview d'après-course. Il a dit souvent, on a eu de la malchance. Et Mhm. enfin, ça nous réussit. Et c'est vrai que là, Johnny Lorsen, il a été bon. Il a été pilote bronze, en tout cas, juste derrière Hiroshi Yamaguchi. Très loin de Sarah Bovy, qui elle a dominé les débats. Pilote bronze de référence. Et je pense que c'est là-dessus, on le dit souvent, que ce titre en LMGT3 va se jouer. Parce que Sarah Ouais. Bovy, tu vois, pour donner des chiffres, on aime bien ici. Ouais, Le meilleur vas-y. tour qu'elle a réussi, 42,2, ça a été très solide. Et 43,6 de moyenne de pilote. Donc si tu veux, pour la comparer, elle est du même niveau sur une Porsche également que Matteo Cressoni. Elle a fait 4 dixièmes de mieux sur son tour le plus rapide qu'un pilote silver. Donc Sarah Bovy, franchement, elle s'est illustrée. Et si je compare à l'autre pilote bronze qui est juste derrière elle,
c'est Hiroshi Yamaguchi. Alors oui, il est avec une Lamborghini. Son Mhm. meilleur tour, 43,1, c'est quasiment une seconde de retard. Et son meilleur temps, j'allais dire, sur plusieurs tours de average, c'est 44,4, alors que Sarah Bovy était en 43,6. Donc ça explique que cette Porsche, finalement, elle a été placée aux avant-postes. Ça a ensuite lancé Raël Frey, qui a été excellente, vraiment, je tiens à le dire. Elle a été très très forte. Elles ont trouvé, en fait, les Iron Dames, un bon réglage qui soit bon pour toute la course, en fait. La qualif, finalement, c'était bien, mais elles avaient trouvé quelque chose qui dégradait moins les pneus, et Ok. ça a été la clé, surtout à Barcelone. Et donc arrive le dernier arrêt, évidemment. Elles sont largement en tête. On se dit que bah, elles vont gagner, sauf coup du destin. Eh ben, coup du destin arrive. Est-ce que tu sais la raison de l'abandon de cette Porsche quand même? Parce qu'on peut le dire. Je pense que maintenant vous Alors, l'avez peut-être lu à droite à gauche. donc c'est l'arrière, Est-ce que c'est au niveau de l'arrière est-ce que droit, tu te c'est ça? souviens ce qui s'est passé? Ça s'est passé au niveau de l'arrière droit, du pneumatique arrière droit? Eh ben en fait, ça s'est passé côté droit. Alors arrière ou avant, je suis pas sûr que ce soit à l'arrière, c'est peut-être Ok. même à l'avant. Mais bon, en tout cas, l'un des mécaniciens enlève la roue au moment où Raël Frey rentre au stand et va laisser son volant à Mitchell Gatting. Le problème, c'est qu'au moment d'enlever la roue, l'écrou s'en va. Ça peut arriver, ça fait partie des imprévus qui peuvent Mhm. se passer dans un arrêt. Donc, le mécanicien prend son deuxième écrou et fixe le deuxième écrou sur la fusée. Pas de problème. Et là, ils repartent. Elles repartent. Et bah, ça se serait arrêté là si le mécanicien avait retrouvé l'écrou dans la voie des stands, mais il ne l'a pas retrouvé. Et en fait, cet écrou, il s'est logé entre l'étrier de frein, enfin entre le disque de frein et la jante. J'ai jamais Ah, vu ok. ça. C'est-à-dire Ok. qu'en fait, ça a bloqué la roue et elle pouvait plus avancer et ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que ça arrive une fois sur 1 million, je pense. Et cette fois-là, bah, c'est arrivé. Non, mais ça, bon, elles font le spectacle, hein. Non, mais plus sérieusement, comme enfin, malheureusement, les statistiques sont difficiles et l'histoire retient les vainqueurs et on retient moins ces histoires comme ça et les vainqueurs ou de cœur ou les vainqueurs qui, sur la piste, ont tout démontré. Je fais un parallèle, par exemple, avec Peugeot au Qatar, il y a quelques semaines, où, voilà, la deuxième place finale de la Peugeot 9X8. Nous, on l'a en tête encore parce que c'était frais. Mais au final, non, elle n'est pas classée cette voiture, hein. Mais voilà, sur la piste, en tout cas, elle avait démontré quelque chose. Là, les Iron Dames ont une fois encore prouvé leur solidité. Je trouve ça top de voir aussi leur solidité GTE, GT3. Bon, alors, elles connaissent les GT3, hein, puisque elles ont gagné notamment leur catégorie déjà aux 24 heures de Oui, mais Spa-Francorchamps. elles Donc, sont avec une Porsche. oui, non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une polyvalence entre feu catégorie GTE, maintenant les GT3, entre Lamborghini, Ferrari, Porsche, enfin voilà, j'ai l'impression que ça leur va plutôt bien. Et comme tu dis, Sarah Bovy, bah voilà, on en a déjà parlé ici, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Pour une pilote bronze, elle est très rapide, donc c'est un peu le cheat code, c'est un peu le truc, le petit bonus, on va dire, de l'avoir dans l'équipage. Mais bon, il faut être 3 pour gagner, ou en tout cas pour faire une bonne performance. Là, bon, il y a eu ce fait de course à la fin, mais on voit qu'il y a une vraie complémentarité entre ces trois-là qui, normalement, bon, voilà, à Barcelone, c'est pas passé, mais normalement, ça va le faire cette saison. Il va y avoir d'autres victoires à Iron Dames en ELMS, c'est sûr. Ouais, et je pense même que le titre est largement envisageable, elles l'ont montré. Si Sarah Bovy passait en silver l'année prochaine, il faudrait trouver une pilote bronze. C'est ça Eh en oui. fait l'idée. Peut-être que Célia Martin, qui est en catégorie Michelin Le Mans Cup pour bah voilà, faire ses gammes, justement, serait la troisième dame Mm. avec Sarah Bovy et peut-être Mitchell Gatting. On n'y est pas encore. En tout cas, elle Mais ça continue bouge, hein. de Ouais, ouais. progresser, les Iron Dames. Et vraiment, là, ça aurait pu être une victoire. Ça l'a pas été, mais en tout cas, elles ont montré de belles choses. Et quand on voit les chronos, c'était très encourageant. Je voulais donc féliciter l'équipe Formula Racing, évidemment, des Danois, avec Niklas Nielsen qui a fait le taf, et Johnny Lorsen et Conrad Lorsen également. Franchement, ça a été très fort. Les Ferrari, globalement, qui se sont bien illustrés, parce que même pour le GR Racing, qui a dû découvrir cette Ferrari 296 LMGT3, eh ben avec David Erigon, avec Pera et Wainwright, bah, c'était solide. Et donc, c'est la deuxième place pour eux. Je voulais aussi souligner le travail d'Esteban Masson,
qui, pour l'équipe Kessel Racing, a réussi à faire le meilleur chrono de la catégorie. Alors, Kimura, quand même, pour la petite anecdote, il a quand même roulé pendant tout son relais, ou quasiment, sans rétroviseur. Parce qu'il a cassé le premier à gauche, je sais pas, en tapant une voiture, et il a rectifié le deuxième en allant taper une LMP3. Donc c'est quand même magnifique. Ces rétroviseurs, il faudra peut-être faire quelque chose chez Ferrari, parce que ils sont assez prépondérants, j'allais dire. Ils sortent un peu de la voiture, j'allais dire, et c'est vrai que ça joue un peu le rôle aussi de prise aéro, mais Ouais. quand ils sont plus là, bah forcément ça rend la vie difficile. Donc petite anecdote là-dessus. Et puis les Aston n'ont pas été vraiment dans le rythme ce week-end. Je pense que la balance de performance était peut-être pas idéale pour les Aston, mais on les retrouvera évidemment pour la prochaine manche, je pense, au Castellet en bonne forme. Donc à vérifier ça. Et puis en LMGT3 aussi, il y a cette nouvelle règle, un peu comme en hypercar, de l'utilisation virtuelle. Donc ça, je vais essayer d'en savoir plus, parce que j'avoue Ouais. que là-dessus, j'ai un peu de faiblesse sur le côté technique, je le dis bien volontiers, parce que j'ai pas compris comment on gérait cette énergie virtuelle, un petit peu comme en hypercar. Donc je crois qu'il y a quand même un élément qui donne à la direction de course le couple, etc., pour savoir ce qui est utilisé, mais j'en saurai plus la prochaine fois lors de l'Endurance Club, je vous Cool. promets. Mais en tout cas, voilà, il fallait aussi avoir cette donnée en tête en 2024 sur l'utilisation de l'énergie virtuelle. Ok, eh ben écoute, je pense qu'on a été complet sur ce qui s'est passé. Et maintenant, il faut qu'on se tourne sur ce qui va se passer. Ah ah. Bien sûr. Bon, on aurait eu encore plein d'autres choses à Ouais. dire, hein, évidemment, sur le LMS, mais en tout cas, c'était une super première course, et la deuxième va bientôt arriver, donc ça sera le premier week-end de mai, on l'a dit, sur le circuit du Castellet, et bah, on espère que le spectacle soit autant au rendez-vous. Ça sera le week-end du 5 mai, donc bah, encore une fois, on compte sur les téléspectateurs nombreux et les spectateurs, évidemment, pour venir sur place, parce que bah, dans le chat en ELMS, je me régale à chaque fois, et c'est toujours un plaisir, donc voilà, de partager. Bon, on passe au WEC, parce que ce week-end, ça sera Imola, évidemment. Imola, deuxième manche du WEC, ça sera la troisième pour le LMS, mais à quoi peut-on s'attendre? Parce que sachant que la balance de performance a été dévoilée, que ce soit pour la catégorie Hypercar et pour le LMGT3. À quoi peut-on s'attendre? Alors là, c'est assez compliqué, comme d'habitude, de se prononcer, d'avoir un avis tranché, pour plusieurs raisons. Déjà, on est encore dans ce phénomène de nouveauté, on l'a dit, c'est pour ça aussi qu'on a lancé cet Endurance Club, c'est pour décrypter et apporter des infos sur cette saison d'endurance qui foisonne de nouveautés. Donc, on va encore avoir des réglages, comme tu l'as dit, la BOP est là, pour apporter des réglages et optimiser la performance de chacun, et qu'on puisse concourir les uns contre les autres. Donc Alpine, BMW, qui sont les Lamborghini aussi, les Fraschini, qui sont les nouveaux venus cette année en WEC. On va voir comment ça se positionne, mais la BOP va essayer peut-être de les recaler un petit peu plus haut. Il y a aussi quand même, je pense, un gros élément à prendre en compte, c'est la typicité du circuit d'Imola. C'est pas vraiment le type de circuit conventionnel, enfin qu'on a l'habitude de voir en WEC. Je sais pas ce que t'en penses, mais le rendez-vous italien traditionnel, c'était plutôt Monza. Et Ouais. là, retrouver Imola au calendrier, alors moi je suis fan, j'adore. Moi j'adorerais avoir Monza et Imola, si on me demande. Mais, mais en tout cas, Imola, il va y avoir... peut-être que la BOP, puisque c'est elle qui fait beaucoup parler, peut-être que la BOP va avoir moins d'incidence que d'habitude, dans le sens où il va y avoir beaucoup de trafic en piste, on va pas se mentir. Et donc, je pense que les faits de course, les touchettes, la gestion du trafic va être un paramètre important. Et puis, faut pas oublier que les hypercars, les LMH, ont un système hybride qui se déclenche à partir de 190 km/h. Alors, oui, on va les dépasser, les 190. Mais il y a quand même aussi beaucoup de phases où on n'y est pas. Donc finalement, l'appui de l'hybride, de la puissance hybride par rapport au GT va pas toujours être là. Enfin, ça va être un peu, à mon avis, ça va être compliqué. Et on peut avoir un résultat pas forcément lié purement à la performance et à la balance de performance, mais peut-être plus un résultat lié aux batailles en piste et à la gestion, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça va être assez intéressant. Alors, ceux qui ont eu le plus de gains finalement en termes de balance de performance, je crois que c'est Cadillac quand même, qui a perdu Ouais. 2 petits kilos et qui a eu 18 kilowatts de plus de puissance. Je les vois bien Ouais. rebondir après leur disqualification, parce que c'est vrai que je sais plus si on l'a dit ou pas, mais ils ont été disqualifiés Exact. après la course, donc chez Cadillac. Et je vois bien aussi, pourquoi pas, Ferrari et Toyota quand même, parce Oui. qu'ils Ouais. ont été un peu oubliés au Qatar.
Et je me dis qu'à Imola, ça peut peut-être valoir le coup d'avoir une voiture LMH, ou en tout cas hypercar, mais pure souche et faite in-house, comme on dit. Voilà. Donc, bon, pourquoi pas. En fait, Je vois bien Cadillac, Ferrari et Toyota. tu sais, chez Porsche, ils ont commencé déjà à faire un peu de politique. Alors, officiellement, les concurrents engagés n'ont pas le droit de de commenter la balance de performance. Alors, nous, on a la liberté de le faire, mais eux, ils n'ont pas le droit de dire qu'ils sont mécontents ou qu'ils sont contents d'ailleurs de la BOP. Ça fait partie des règles du jeu. Mais ils ont quand même le droit de prendre la parole et de raconter quelques petits trucs. Et Porsche, en gros, ils ont expliqué qu'avec la BOP, enfin, donc sans nommer la BOP, mais ils ont dit qu'ils s'attendaient à voir à Imola Ferrari et Toyota revenir, être plus proches concrètement. C'est effectivement, ça se tient. Porsche a perdu, la 963, elle perd 15 kilos, donc elle est à 1033. Là où, comme tu le dis, la Ferrari, elle a perdu quand même beaucoup plus, elle perd 34 kilos, donc elle est à 1041. Et de l'autre côté, la Toyota, elle est à 1060, elle perd 29 kilos aussi. Donc, bon, au niveau poids, c'est quand même assez important. Et puis à chaque fois, il y a un petit boost de puissance, donc voilà. Un petit mot aussi sur la 9X8, puisqu'on va enfin avoir en piste la nouvelle 9X8, avec l'aileron, avec la nouvelle gestion, la nouvelle répartition du poids, etc. etc. Donc là, encore une fois, travail compliqué pour les organisateurs, mais elle est considérée comme une nouvelle voiture, en tout cas, dans le sens où elle est positionnée au poids, c'est-à-dire elle est à 1061 kg, pour être précis, et avec 510 kW de puissance, donc c'est un peu on va dire, c'est un peu le médian, c'est-à-dire qu'on la met comme ça, elle devrait pas être aux avant-postes, malheureusement pour les fans de Peugeot qui nous écoutent, elle devrait pas jouer la victoire ce week-end, mais c'est une façon de dire, ok, on pose la voiture sur la piste, au milieu des autres, qu'on commence déjà à connaître et que donc on essaye d'équilibrer. Vous, les gars, vous venez avec une nouvelle voiture, un concept qui a été largement remanié, partons de cette base, 1061 kg, 510 kW, voyons ce qui se passe, et on aura tout le loisir, à Spa-Francorchamps notamment, de revoir, puisque vous savez que maintenant la BOP évolue course par course, donc on aura largement le temps de voir dans les prochaines manches comment on peut rééquilibrer. Elle perdra sans doute du poids, elle aura peut-être un petit... Au niveau puissance, il n'y a pas beaucoup à aller glaner non plus, puisque là, la plus haute, tu vois, c'est l'Isotta Fraschini qui est à 520, on va pas non plus libérer les brides et donner 600 kW. Donc il y aura peut-être un petit poil à gagner, mais c'est sans doute vraisemblablement sur le poids que ça se jouera. Là, elle est à 1061, donc c'est clairement la plus lourde. Avec la Toyota qui est à 1060. Donc bon, une fois que tu as le carburant et le pilote, on parle de la même chose. Donc voilà. Mais en tout cas, la Peugeot, elle débute dans cette config. Ouais, c'est vrai que ça va être intéressant à suivre avec ce petit aileron. Voilà, c'est la nouveauté d'Imola. Mais c'est vrai que sur un circuit où je pense que ça va quand même être difficile de dépasser, on va voir. Petite nouveauté quand même chez Alpine. On va resaluer encore une fois Ferdi Habsburg qui s'est blessé en essai. Et donc, eh bien, on a la venue de Jules Gounon, pilote de réserve, qui est donc logiquement intégré à l'équipe. Ça va être un sacré équipage aussi. Je dis pas qu'Habsbourg est pas bon, mais je dis que Jules Gounon, c'est un sacré client. Pas forcément en proto ou en hypercar, mais c'est un pilote de GT exceptionnel. Et donc, avec Paul Louchatin et Charles Milesi, je pense que ça peut faire quelque chose, même si, bon, l'Alpine, pour l'instant, on est d'accord, c'est pas encore tout à fait au niveau de ce qu'on aurait pu espérer. Non, mais c'est vrai que c'est... Enfin, en étant ce que nous sommes, et vous êtes aussi auditeurs, observateurs du monde de l'endurance, et évidemment, voir Jules Gounon débuter en hypercar, c'est un événement. Enfin, moi, c'est un truc que j'attendais depuis longtemps. Je trouve ça marrant qu'il le fasse la même année que Raffaele Marcello, puisque Marcello a commencé chez BMW. Oui, c'est vrai. Ils sont tous les deux anciens pensionnaires Mercedes pendant des années. Je pense qu'ils ont poncé à peu près tous les circuits du monde dans des Mercedes, donc Jules Gounon est toujours pilote Mercedes, mais en tout cas voilà, il va avoir un petit galop d'essai, une petite, comment on appelle ça, une pige ici à Imola. Est-ce qu'il sera aussi au volant sur d'autres manches et peut-être jusqu'au Mans? On ne sait pas, j'ai aucune info pour le coup sur pour la l'instant, récupération. Je pense que personne n'a d'infos. C'est-à-dire, c'est ça le problème, c'est que Ferdinand peut être remis sur pied ou pas. Je pense que ça va être encore un peu difficile pour Spa, mi-mai, parce que c'est quand même une grosse blessure qu'il a eue. Et par contre, pour Le Mans, c'est son objectif. C'est son objectif. Après, ça sera avis médical. Voilà, donc faut avoir, mais ça peut complètement changer la physionomie. En tout cas, voilà. Jules Gounon va débuter là, donc c'est marrant. Et ouais, Alpine. Alors bon, est-ce qu'on se risque à un petit
à notre petit pronostic habituel ou pas sur l'hypercar et sur la MGT3 ou est-ce que non? Qu'est-ce que tu sens bien toi sur cette manche, dis-moi là? Parce que là, il y a vraiment ce Je sais pas paramètre si du trafic quand même. Hein. C'est je un sais pas truc. si je sens grand chose parce que j'avais pas vu les Danois de chez Formula Racing gagner en ELMS. Non, ce que je pense, c'est que à domicile, Ferrari voudra forcément bien Ouais, faire à ouais. Imola, donc pour le retour, on va dire, du WEC sur cette piste mythique. Et je vois bien quand même Cadillac avec une voiture qui a perdu du poids et avec surtout un équipage, pour l'instant, avec 2 pilotes. C'est le seul équipage avec 2 pilotes. Ça peut les aider à peut-être profiter de l'une ou l'autre phase de full course yellow et de neutralisation. Donc, allez, je mettrai une petite pièce sur Ferrari et sur Cadillac. Ok. Bon, il faut que je me mouille aussi, c'est ça? Bon, ouais, on va Bah peut-être, oui. effectivement, je vais peut-être abandonner Porsche et peut-être qu'on va revoir Toyota un peu plus haut dans la hiérarchie. J'aimerais aussi que les BMW soient un peu plus présentes. Je t'avoue que j'ai du Ouais, mal à ouais. y voir clair parce que Imola a vraiment. Moi, j'ai le souvenir d'Imola notamment quand ça roulait en ILMC, donc c'est le championnat qui a précédé au WEC, donc en 2011. À l'époque, c'était une victoire Peugeot 908. Donc voilà, ça sera pas une victoire Peugeot, bon, sauf gros événements, Non, mais bon, je ça pense sera pas. plus compliqué. Mais voilà, j'ai le souvenir de cette course-là et c'est très disputé. Ça va être animé. Ok, j'aimerais bien, j'ai envie de te suivre un peu sur Cadillac, mais je pense que Ferrari en est à domicile. Voilà, il y a un truc. Peut-être que c'est l'élément aussi qui va transcender les pilotes, tu vois, et les faire revenir. On commence à être vraiment dans le mood Le Mans qui se rapproche. C'est dans moins de 2 mois. Ouais, allez, je vois bien Ferrari devant. Donc je dirais Ferrari Cadillac et puis Porsche pour le coup un petit peu en retrait. Voilà. Ouais, allez, allez, écoute, on est en phase, donc peut-être qu'on se plantera tous les deux et qu'on fera notre mea culpa dans l'épisode 12 la semaine prochaine. Mais en tout cas, ça va être intéressant en hypercar et puis en LMGT3 aussi. Alors on a Ouais, appris que certains pilotes avaient quelques clashs, notamment pour la prochaine manche, pas exactement. celle d'Imola. Et ça sera donc le cas chez Acodis avec la Exactement. Lexus. Alors bon, Lexus qui s'est pas forcément bien illustré au Qatar. Est-ce que en LMGT3, justement, on devrait avoir une hiérarchie un peu différente parce que, quand même, les Lexus, elles n'étaient pas là du tout, hein. C'était compliqué. Alors, comme tu l'as dit, effectivement, du côté de chez Lexus, donc chez Acodis ASP, c'est Kelvin Van der Linde qui est retenu pour une manche de Formula I. Donc c'est Ritomo Miyata, c'est bien, on fait la boucle, on reparle de notre récent vainqueur à Ouais, c'est Barcelone bien. en ELMS. Donc Ritomo Miyata, comme vous l'avez compris, qui est pilote de réserve chez Toyota. Lexus Toyota, c'est la même maison, donc lui, cette année, il a un calendrier assez complet. Hein. Il fait pas mal de choses, il était notamment déjà à Daytona, enfin, il roule dans plein de trucs. Et donc là, bah voilà, il faut le placer. Donc il sera sur la Lexus. Est-ce que la physionomie va être différente? Est-ce que les Lexus vont être dans le coup? Je t'avoue que je ne sais Elles pas. sont J'ai un lourdes. peu. En fait, Ouais. le problème, c'est qu'elles sont lourdes. Attends, quand tu regardes le poids, elles sont à 1345 kilos, donc c'est la plus lourde. Et Mhm. quand tu compares avec une Aston, par exemple, qui a perdu 12 kilos, la nouvelle AMR LMGT3, cette Vantage, elle sera à 1306 kilos. Il y a 40 kilos d'écart entre la Lexus et l'Aston. Et par contre, elle a perdu un tout petit peu de puissance, mais pas grand-chose. Bon, bah écoute, ouais, vraiment, je te dis, moi, c'est ce qui me. Et puis peut-être que plusieurs auditeurs, hein, pas mal d'auditeurs qui nous écoutent ne connaissent pas ou mal, en tout cas, Imola en multiclasse, mais moi, c'est vraiment ce truc. J'ai hâte de voir la course parce que c'est vraiment ce trafic qui, à mon avis, va être l'élément décisif. En tout cas, ça va nous apporter du spectacle, tu vois. Et donc, c'est bah, exactement comme en hypercar. Sortir un vainqueur ou un favori en LMGT3, c'est possible, mais waouh, je pense que ça va vraiment être. Il va y avoir du monde il va y avoir du trafic, quoi. Ça va être complexe. Ouais, complètement. Non, ça va être intéressant. Et puis, bah, encore une fois, comme on le dit, les pilotes bronze vont avoir leur rôle à jouer en début de course pour essayer de se placer. Moi, forcément, je vois bien Aston Martin parce que, alors, il y a aussi l'arrivée du Success Ballast hein, ce week-end. Donc, ce qui veut dire que la Porsche Mountain Oui, va être lestée de 15 kilos. L'Aston Earth of Racing Team va avoir 10 kilos. Et l'Aston D-Station Racing va en avoir 5. Donc, les Aston, finalement, elles vont un petit peu prendre de poids, on va dire. Mais je les vois quand même bien placés. Et puis, à Imola, pourquoi pas avoir les Iron Dames parce que on sait qu'elles connaissent justement hmm, ce tracé avec oui. la série SRO, le GT GT World World. Challenge.
je vois bien peut-être avec Sarah Bovy, Dorian Pain et Mitchell Gatting une bonne perf pour les Iron Dames aussi qui vont être remontés comme des pendules à Imola après leur prestation. Alors c'est pas toutes les mêmes pilotes, mais leur prestation de Barcelone. Bon, écoute, pour conclure, j'ai envie de... Avant qu'on fasse notre traditionnel c'est quoi ton actu, juste comme ça, j'aimerais savoir, c'est quoi ton secteur préféré à Imola? C'est quoi? C'est plutôt le début, le Tamburello, machin Moi, je suis très Aqua Minerali, tu sais, vraiment... Mais voilà. Voilà, moi, Bah, moi aussi. j'adore ce passage. Ouais, ok. Mais en fait, j'aime bien tout le Aqua Minerali et puis la variante Alta. Parce que en fait, le début de ce circuit, depuis les accidents de Roland Ratzenberger et de Ayrton Senna, évidemment, mais en fait, avec les chicanes, c'est pas très intéressant. Enfin, moi, en tout cas, je maîtrise pas plus que ça les virages comme ça, en appui, les chicanes, etc. Je trouve pas génial, mais une fois qu'on remonte vers le haut du circuit et qu'on redescend vers Aqua Minerali, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment génial. Donc, j'aime bien cette partie centrale du circuit. Et après, le double gauche en fin de circuit, Ouais, c'est compliqué parce que c'est en appui. Rivazza. Et je pense qu'il y aura beaucoup de pilotes qui vont se faire un peu piéger, partir un peu large. Et donc, toute cette courbe-là, ces deux courbes en tout cas, vont commander la ligne droite. Et c'est là où on pourra avoir des dépassements avant le premier virage. De ce que j'ai compris, il y a une notion aussi de... les GT vont pouvoir largement manger les vibreurs, là où les hypercars vont devoir s'en éloigner. C'est ce que j'ai cru lire entre les lignes de certains pilotes qui connaissent les lieux et qui connaissent notamment comment sont les vibreurs et comment ils ont pu être modifiés. Une BMW va pouvoir s'imposer, c'est ça que tu es en train de dire. Ah oui, en GT3, oui, c'est possible ça. C'est vrai. C'est vrai. Avec un certain Valentino Rossi peut-être, à Imola. Bah, l'image serait belle. C'est clair que là, je pense que les gérants du WEC, ils adoreraient ça. Si t'as une victoire Ferrari devant et une victoire de catégorie BM avec Valentino Rossi, bon, voilà, c'est bon. On est OK. On a gagné. C'est pas encore fait. Hein. Non, il va falloir aller la chercher. Bah, il y a 6 heures de course, quoi. Bon, alors, petit bilan... Vas-y, quand même, je te recoupe, mais cela dit, quand même, WRT et BM avaient réussi à se placer quand même au pied du podium et ils l'ont raté de très très peu au Qatar. Je pense qu'à Imola, justement avec cette donnée où il faut vraiment manger les vibreurs, je me dis que BM peut être pas si mal que ça non plus. Je vois bien les Aston, mais attention parce que je suis pas sûr qu'elles soient les meilleures à prendre les vibreurs. Et puis, forcément que les Ferrari vont être là. Voilà, t'as tout dit en fait, on sait pas. On verra. Bon, rendez-vous ce week-end, de toute façon. On rend l'antenne. Bon, alors faisons un petit point sur l'actu. Bon, toi, tu rentres quand même d'un week-end plutôt complet, puisque tu étais à Barcelone pour commenter la manche de LMS. C'est quoi ton actu à venir? T'es pareil, t'es encore dans un tunnel de boulot là? Non, mais j'ai envie de te dire que, en fait, j'enchaîne. Tant mieux, c'est génial, la saison est lancée, c'est parfait. J'étais à Barcelone, je me suis régalé et j'ai même des surprises pour le podcast aussi parce que j'ai rencontré des champions et ça va être dévoilé bientôt. Voilà, je fais le teasing pour mon podcast Trajectoire. En fait, là, ce week-end, je suis au Grand Prix de France historique au Castellet. Pour les Formule 1, pour voir et pour célébrer l'anniversaire du décès d'Ayrton Senna. Donc ça fait maintenant 30 ans, si je dis pas de bêtises. 30 ans, c'est ça. Donc ça passe vite. Et puis ensuite, j'aurai lundi soir Racing Stream donc, sur la chaîne de Donald Renew pour animer cette émission qui revient un peu sur les courses moto et les courses automobiles. Le mardi, j'ai une course de cartes. Alors ça, c'est totalement hors média ou hors période professionnelle, si tu veux, mais je partage un kart quand même, je tenais à le dire, avec Kevin Rousseau, un passager sidecar, et qui a gagné beaucoup de courses en championnat du monde, et Martin Renaudin qui va lui faire les 24 heures moto ce week-end au Mans. Donc je suis trop content, ça va être fou. Et puis sinon, voilà, après, le reste du temps, je suis tranquille, comme on dit. Mais voilà un peu mes actus. Et le podcast, évidemment, la semaine prochaine avec Dominique Saron, qui va nous raconter sa trajectoire. Bon, écoute, moi de mon côté, je suis un peu plus tranquille, on va dire. J'ai pas cette vie à 200 à l'heure que tu mènes. Moi de mon côté, écoute, dans le numéro d'Auto-Hebdo de cette semaine, j'ai fait 2 pages, j'ai quitté un peu le monde de l'endurance et j'ai fait une double page sur la Porsche Cup Deutschland, qui est la série, la Carrera Cup, la Cup la plus ancienne en fait, puisqu'il y a la française qui est la seconde plus ancienne, mais la plus vieille c'est la Deutschland. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est la 35e saison qui débute là à Imola ce week-end, puisque c'est une course de support du WEC, donc voilà la 35e saison qui sera lancée.
T'es en train de me dire que c'est la plus vieille même que la Porsche Super Cup, parce que la Super Cup, je crois qu'elle a Oui. été créée en Ouais, 93. ouais. Ouais, c'est plus vieux que la Super Cup, exactement. Et du coup, voilà, je reviens un peu sur les débuts avec Olaf Mantec, qui est le premier titré en Cup allemande. Et puis j'évoque évidemment les Français qui ont brillé là-bas. Donc il y a Romain Dumas qui a un petit peu, on va dire, brisé les lignes et été le premier Français à Nicolas titiller Armindo. les leaders. Nicolas Armindo, évidemment, Kevin Estre, Julien Handlauer. Enfin voilà, il y a du Français qui a brillé là-bas. Et donc voilà, j'ai fait un petit récapitulatif comme ça, un petit historique rapide, parce que c'est une série qui, certes, on n'est pas sur de l'endurance, on est vraiment sur un format très différent, sprint musclé, portière contre portière, mais c'est un vivier de pilotes d'endurance absolument incroyable, et donc il y a notamment beaucoup de pilotes Porsche officiels, actuels ou passés, qui ont éclos, on va dire, dans cette Porsche Carrera Cup Deutschland, donc voilà, c'était l'occasion de faire un petit clin d'œil à cette série. Oh là là, je vais lire ça attentivement, c'est génial, ça me rappelle Rockefeller aussi à l'époque qui Oui, bien roulait sûr. là-bas. Bah voilà, tu m'as rappelé des souvenirs, ça y est, je suis comme un fou, tu m'avais pas dit que tu avais fait cet article, Hein, donc tu je vois. suis prêt à le lire attentivement sur mon trajet de retour pour revenir du Castellet à Paris. Ah bah voilà, parfait. Bon, bah écoute, on se donne rendez-vous du coup semaine prochaine pour débriefer cette course des 6h10. Voilà, si tu trouves le temps entre une course de karting et... Oh oui, oh, je devrais avoir le temps normalement, je vais essayer de trouver le temps. Je te ferai le débrief de la course de karting aussi, voilà. Ah bah on pourra C'est le faire, ouais, exactement. Ah non mais c'est top. En tout cas, et puis je sais que t'aimes bien aussi encourager les gens à commenter, à noter, et vous êtes de plus en plus nombreux, et franchement merci à vous. Ça nous fait plaisir de voir les petites étoiles grimper. C'est un peu le principe des podcasts, hein. Moi j'essaie de faire aussi ma promo, tu sais, sur le podcast Trajectoire, pareil, d'essayer d'inciter les gens un peu à partager et Mhm. à en parler, à donner la bonne parole. Bah voilà, forcément pour faire partie du club, eh ben, on veut être nombreux dans ce club, et on veut forcément compter sur vous et sur votre écoute. Merci beaucoup Geoffroy, c'était top. Eh ben merci à toi, écoute, c'est toi qui as fait le boulot aujourd'hui, tu nous as très bien raconté cette première course de LMS. J'ai hâte d'avoir la manche d'Imola qui arrive ce week-end, donc bah voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour continuer cet Endurance Club tous ensemble. Ah, ça va être génial. Effectivement, on aurait pu encore parler longtemps, donner encore plus de chiffres et d'infos insolites, mais voilà, faut bien s'arrêter un moment. On a été correct, on a tenu les délais, donc, eh bien, on va se quitter maintenant, mais on va évidemment se donner rendez-vous la semaine prochaine pour l'Endurance Club. Si vous voulez faire partie du club, évidemment, vous le savez, c'est ce podcast qui est fait pour vous. Salut à tous et à la Salut! semaine prochaine. À très vite.